Alors, on a envie de vous poser la question, quelle décision à prendre en urgence? C'est l'un de vos confrères médecins urgentistes donc disait hier soir, après la conférence de presse de Macron, qu'il fallait déjà tout de suite, sans attendre, arrêter la fermeture de lits. Alors c'est peut-être une solution, mais parmi d'autres. Oui, alors ce ne sont pas toutes les solutions, mais effectivement, quand on voit aujourd'hui la dérive du système de santé, et on voit arriver, alors que nous sommes dans des périodes normales, non exceptionnelles, où il n'y a plus d'épidémie, et que vous voyez arriver encore aux urgences des flux importants, et avec des patients qui vont rester, notamment beaucoup de personnes âgées, qui vont passer plusieurs heures sur des brancards, ce n'est pas possible. C'est pas possible, ça veut dire que dans l'immédiat, et pour répondre à cette réalité, effectivement, faut plus fermer des lits. Il faut plus accepter que des personnes âgées passent des heures sur un brancard d'urgence. Je rajouterai que les belles paroles, les belles intentions, c'est bien, c'est beau, mais à condition que ce soit, pour être crédible, que ce soit suivi d'action. L'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, a défini, il y a déjà 3 ans, qu'une personne âgée qui passait plus de 8 heures sur un brancard aux urgences, c'était de la maltraitance. Alors ces gens-là ne peuvent pas nous écrire de partout, à longueur de journée, qualité de soins, bien-traitance, bienveillance, et d'un autre côté fermer les yeux et valider qu'une personne âgée qui passe 8 heures sur un brancard, qu'ils étiquettent eux-mêmes comme étant de la maltraitance, ils ne peuvent pas valider ce double discours en permanence et ces injonctions contradictoires en permanence. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, la fermeture des lits, au vu de ce que l'on voit, effectivement, il faut arrêter de fermer des lits et il faut arrêter. Les personnels soignants aujourd'hui sont à ce stade, je veux dire, de rupture avec nos naissances. On n'accepte plus que ces personnes âgées et tous ces flux passent encore des heures sur des brancards couloirs sans pouvoir avoir de lit d'hospitalisation derrière. Donc ça, c'est un premier point. Est-ce que cette idée de non-fermeture de lit, vous arrivez à en discuter dans le directoire? Alors, on en discute au directoire, certes. On a mis en place, et l'hôpital n'est pas resté sans plan d'action, certes, notamment, vous savez qu'il y a une stratégie qu'on appelle le bed management. Tous les jours, il y a une autorité décisionnelle qui oriente les patients plus propres. Je suis d'accord, mais on reste quand même dans des non-dits et des stratégies qu'il faut aussi assumer par rapport aux beaux discours et aux belles paroles. C'est-à-dire qu'entre un lit de chirurgie, qui est une activité programmée, choisie, lucrative et qui rapporte, et dont l'hôpital assure un peu sa vie ou sa survie. Et bien, entre un patient qui va rentrer pour une activité de chirurgie programmée et dont l'hôpital a besoin, certes, et un patient qui attend aux urgences, eh bien, on va choisir de sacrifier le patient qui est sur un lit aux urgences, on va fermer les yeux, on va accepter que ce patient passe plusieurs heures sur un brancard. Pourquoi? Parce que sur le plan financier, texto, la phrase qui est reprise en haut lieu au niveau ministériel par nos instances qui nous imposent cette démarche financière, parce que on ne brûle pas un Porsche Cayenne tous les jours dans nos établissements sous hôpital. Alors donc, entre le financier et la personne âgée qui va rester plusieurs heures sur un brancard, on préfère sacrifier la personne âgée à attendre sur un brancard plusieurs heures plutôt que la charge financière et économique. Mais ça, moi, j'en veux pas à nos directeurs. C'est aujourd'hui une démarche contrainte, imposée, dont ils sont otages. Mais au final, moi, ce qui aujourd'hui fait que nous réagissions, nous ne supportons plus, c'est-à-dire nous voulons démasquer en haut lieu ces espèces de double discours, ces espèces de plans de communication, d'affichage de l'hôpital, mais après l'effet iceberg et la réalité violente, aveugle et même cynique de ce qui est aujourd'hui la gestion des flux à l'hôpital. Et quels sont vos moyens pour réagir, puisque vous en discutez au niveau local, on en parle partout, dans tous les journaux, sur toutes les chaînes. Oui.
Mais vos moyens? Les moyens, d'abord, c'est ce qu'on fait de résistance. De résistance, on est d'accord. Mais de toute façon, pour être force de proposition aujourd'hui, il faut être force de résistance. Et puis, l'actualité récente a salué l'esprit de résistance à la française dans un autre domaine beaucoup plus dramatique que c'est dans l'actualité. Mais cet esprit de résistance à la française, je vous assure, il est assumé avec fierté par les médecins urgentistes. Et beaucoup, et encore il y a une demi-heure de ça, vous avez des chirurgiens qui quittaient ce bureau et qui saluaient cet esprit de résistance des urgentistes qui incarne en termes de paroles libres et transparentes, qui incarne un peu ce combat de silence que mènent aussi nos collègues médecins et chirurgiens de l'établissement, que l'on entend peut-être un peu moins que nous aujourd'hui. Justement, en dépassant ce problème d'actualité, on en a déjà discuté. Est-ce que la réorganisation des services n'est pas aussi à mettre en cause, hein? Vous disiez, avant de balayer chez le voisin, il faut balayer absolument devant notre porte. Oui. Donc c'est quoi balayer devant notre porte? Oui, c'est une parole de Gérard Pédrand, qui est notre maître à tous ici, et qui nous a effectivement toujours appris, avant de balayer devant la porte des voisins, on balaye devant chez nous. Il y a un constat. Aujourd'hui, un de mes patrons que j'ai vu à la Timone en congrès la semaine dernière m'a dit: on passe un cycle, il faut accepter de passer un cycle, on va tourner la page par rapport à tout ce qu'on a vécu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes de réorganisation, il va falloir réinventer toute la médecine d'urgence. Mais il va falloir réinventer tout l'hôpital à travers une réorganisation complète du système de santé. Alors, l'hôpital a bon dos de cibler l'amont de l'hôpital, c'est-à-dire la médecine de ville, l'organisation de la médecine libérale. Mais le rapport du Sénat, qui a été publié le 12 septembre dernier, acte de manière beaucoup plus importante en termes de dysfonctionnement par rapport aux urgences, acte plus l'aval des urgences, c'est-à-dire l'hôpital et le lien qu'il y a entre les urgences et les services plutôt que l'amont. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut, et il va falloir, ça va être douloureux, mais il va falloir repenser complètement l'hôpital, et la première chose qu'il va falloir repenser, c'est le management hospitalier. On ne peut plus continuer aujourd'hui, dans l'avenir, à gérer un hôpital avec un pilotage à distance, dans des bureaux, derrière des écrans d'ordinateur, des belles courbes, c'est pas possible. Il va falloir remettre la fonction management dans la vraie vie, dans le pragmatisme et dans la cohérence, c'est-à-dire sur le terrain et au plus près des malades. C'est-à-dire, vous les demandez c'est-à-dire qu'il faut refaire ce que l'on a vécu quand nos chefs de service nous ont montré la voie et comme on a essayé de le faire, c'est-à-dire que les chefs de service doivent revenir sur le terrain. Ils doivent quitter leur bureau, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour le bureau et l'administration, certes, mais la vraie vie et la vraie façon de régler les problèmes, c'est quand même d'être au contact des réalités, des équipes, de nos personnels, des patients, des familles, et d'avoir une réponse en temps réel, c'est-à-dire une réactivité en temps réel. Aujourd'hui, il y a trop de problématiques qui sont identifiées, qui sont remontées et qui restent en permanence sans réponse. Le dogme, c'est une non-réponse et déjà une réponse. Quand on est dans cette philosophie qui peut être une stratégie, finalement, de regarder ailleurs, de ne pas vouloir regarder ailleurs, après, il ne faut pas s'étonner que quand on n'aborde pas les problèmes, on ne les affronte pas avec courage et on n'apporte pas de solution en temps réel, il ne faut pas s'étonner après que vous ayez des situations de crise et que vous ayez des systèmes qui en arrivent à la situation de blocage dans laquelle on est. Donc aujourd'hui, effectivement, il va falloir réinventer l'hôpital, il va falloir être innovant, mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir revoir l'organisation à travers le management complètement différemment, mais c'est une véritable révolution qui est devant nous. Mais cette révolution, il va falloir l'affronter à tous les niveaux, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que les directions, revenir sur le terrain, les fonctions cadres, que ce soit soignants, médecins, comme nos infirmiers. Aujourd'hui, aux urgences, on passe notre temps à réfléchir, à proposer des organisations et à chercher de diminuer en gros la diminution de l'attente des délais des patients urgents. Mais si sur le terrain les personnels le font, il faut que tout le monde le fasse. Alors on parle aussi d'un manque peut-être de coopération entre l'hôpital et la médecine de ville. Absolument. Hier, dans
dans sa déclaration à TF1, Emmanuel Macron a beaucoup parlé des maisons de santé, oui. Parce qu'il a souligné que trop de patients viennent aux urgences pour des choses qui auraient pu être traitées en ville. Absolument. Donc, aujourd'hui, c'est un vrai problème, mais c'est un vrai problème de projection vers le futur. Aujourd'hui, l'exercice de la médecine libérale, moi j'ai plusieurs jeunes internes avec moi ici, ils ont comme proposition dans un an d'aller prendre la succession d'un cabinet à Bormes-les-Mimosas au Lavandou. C'est quand même féerique ça, quand vous avez ce choix de future profession. Eh bien non, on ne le prend pas, on refuse ce genre de poste, et j'apprends avec consternation que ce sont des médecins roumains qui vont venir exercer ce territoire. Pourquoi? Alors il y a deux choses. Un, nos médecins, nos jeunes médecins ne veulent plus partir travailler seuls en cabinet. Aujourd'hui, pour des raisons d'évolution de la société, d'abord de la vie, ce sont des jeunes médecins, mais qui seront de jeunes mamans, de jeunes épouses, et qui ne feront plus comme faisaient nos médecins généralistes futurs, anciens, qui ne comptaient pas leurs heures, qui abordaient le métier comme un sacerdoce, et que vous voyez à 2-3 heures du matin venir, ça n'existera plus. Ça. Donc aujourd'hui, l'exercice seul, comme étaient nos médecins traitants, il faut tirer une croix là-dessus, et il faut se projeter sur un autre type d'exercice. Alors les autres types d'exercices, c'est les maisons de santé, parce qu'on va travailler en groupe, on va pouvoir se remplacer, on va pouvoir se seconder sur les week-ends et les périodes de congé. Mais il y a un autre aspect aussi qui est identifié, c'est que nos médecins généralistes aujourd'hui, et l'avenir de la médecine libérale tel qu'on le voit au niveau des urgences, c'est que vous êtes dans l'immédiateté. C'est-à-dire la société aujourd'hui veut tout de suite. Pourquoi les patients viennent aux urgences? Il y a une étude qui montre qu'il y a à 70% des cas le facteur attractivité du tout sur place. C'est-à-dire qu'on a la consultation du médecin, le bilan biologique ou la radiologie sur place. Donc c'est un concept d'évolution associée. Et les maisons de santé aujourd'hui ont complètement reçu ce message et commencent à s'organiser aujourd'hui. Moi, les quelques maisons de santé qui sont en train de s'organiser sur le Var, il y a dans leur organisation la consultation médicale, mais il y a tout de suite un appui laboratoire, et on commence même à mettre une petite imagerie, c'est des radiologies, échographies. Donc on va aller en termes de révolution dans le futur, on va s'organiser sur ce genre d'organisation future. Ça, vous êtes favorable? Oui, je suis favorable, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. C'est que l'avenir de la médecine libérale est écrite, et elle ne se fera que dans cette dynamique-là. Ça, c'est pour le libéral. Concernant le manque de dialogue, certes, il va falloir renouer le dialogue et rapprocher un petit peu la médecine libérale de la médecine hospitalière, mais là encore, je ne leur jette pas la pierre. Comment reprocher à l'hôpital de ne pas communiquer avec la médecine de ville, alors qu'au quotidien aujourd'hui, l'hôpital souffre cruellement avec cette loi HPST d'avoir cloisonné et balkanisé, en gros d'avoir détruit la relation humaine au sein même de l'hôpital. Aujourd'hui, vous avez le rapport d'Edouard Couty sur le drame du CHU Grenoble le prouve. Aujourd'hui, vous avez une déshumanisation du monde hospitalier, où il y a des conflits de territoire, de chapelles, d'ego, de pouvoir, qui font que les gens ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus entre médecins, entre services, on ne se parle plus au sein même du service. Donc aujourd'hui, avant en termes de priorité et d'urgence, avant, et ça c'est ce que je suggère à M. Macron auprès de ces savants et génies technocrates dans ses ministères, avant de penser qu'il faille renouer le contact entre l'hôpital et la ville, qu'on commence déjà à analyser le gâchis et la destruction qui a été faite au sein de l'hôpital en termes de déshumanisation de la loi HPST, et qu'on commence à recréer du lien, de l'humain entre les personnels et les médecins à l'hôpital, et comment réhumaniser l'hôpital. Et là, c'est un deuxième enjeu majeur qui nous attend dans l'avenir. Il faut faire attention, si on ne prend pas conscience de la situation dramatique aujourd'hui dans laquelle on a poussé l'hôpital dans cette dimension humaine, je pense que ce n'est même pas la peine d'envisager d'autres enjeux et d'autres projets à venir. C'est une urgence, et la situation, croyez-moi, quand vous lisez le rapport d'Edouard Couty sur Grenoble, vous pouvez enlever Grenoble et vous pouvez mettre le nom de tous les hôpitaux, il y a vraiment urgence, mais on a atteint une situation qui est plus qu'inquiétante.